Bonjour, c'est Jean Descartes, bienvenue au cœur de l'histoire. Toute cette semaine, je vous emmène dans le Paris des années 1950, au centre d'un bouillonnement culturel sans précédent. Dans cette série spéciale de 4 épisodes, je vous présenterai les plus grands peintres américains qui ont déposé leurs valises dans la ville lumière juste après la Seconde Guerre mondiale. Entre 1946 et 1964, ces hommes et ces femmes sont venus étudier en France. Ils sont artistes, peintres, musiciens, écrivains et ont tous contribué à redéfinir l'art abstrait à un moment où Paris perdait son statut de capitale mondiale de l'art au profit de New York. Je vous guiderai dans l'intimité de leurs ateliers et dans les cafés parisiens où leurs débats passionnés faisaient rage. Du 19 mai au 18 juillet 2021, le Musée d'art de Nantes vous invite à découvrir l'œuvre incontournable de ces artistes avec son exposition United States of Abstraction, artistes américains en France, 1946-1964. Une visite exceptionnelle composée d'une centaine d'œuvres de peinture et de sculptures encore peu connues en France, alors même qu'elles ont été réalisées dans notre pays. Dans le premier épisode, je vous emmène à la découverte de 2 figures majeures de l'art abstrait, John Franklin Koenig et Beaufort Delaunay. Arrivés en France au tournant des années 1950, ces 2 artistes aujourd'hui renommés vont être galvanisés par la vie de bohème à la parisienne. Grâce à leur talent hors du commun, et à leur créativité débordante, ces 2 Américains vont participer à l'évolution de l'art abstrait et révolutionner les pratiques artistiques de l'époque. Paris, juin 1950. Dans le très chic quartier de Saint-Germain-des-Prés, la rue du Four est plutôt calme, mais cela ne durera pas. Derrière la façade du numéro 34, 4 jeunes hommes s'affairent dans une cave sombre. Parmi eux, le jeune libraire Jean-Robert Arnault. Il vient tout juste de vendre son ancienne boutique et avec son ami américain John Franklin Koenig, il rénove cet ancien bistrot aux vitres noircies. Jack Yogeman et Ellsworth Kelly, 2 autres amis, sont venus leur prêter main forte. Ce jour-là, ils doivent recouvrir les murs de cette ancienne cave à charbon de peinture blanche. Ils veulent à tout prix y exposer leur toile, car ces jeunes d'à peine 30 ans considèrent que la scène artistique parisienne est trop académique. Elle ne laisse pas assez de place à ce qui les passionne depuis quelques années, le mouvement de l'abstraction lyrique. Dans ce courant développé à Paris après la guerre, le geste du peintre se veut libre et spontané, pour que son émotion ne soit pas entravée par une intention. Pour ces artistes, créer leur propre galerie est aussi une façon de s'insurger contre les conventions parisiennes qui prônent l'abstraction dite géométrique. À l'époque, ce type de peinture permet de trouver la pureté de la forme à travers des objets non figuratifs aux contours réguliers. L'enjeu est donc grand pour ces jeunes créateurs. N'ayant que peu de moyens, ils sont prêts à tout pour prouver au sérail artistique parisien la suprématie de leur art. Pendant des heures, ils vont passer plusieurs couches d'une peinture bon marché et installer un néon de lumière rose au milieu du plafond en guise d'éclairage. Petit à petit, l'endroit devient un lieu d'échange dans l'avant-garde parisienne. Peintres, critiques d'art et écrivains s'y retrouvent pour évoquer les grandes questions posées par l'art abstrait. Quelques mois après son ouverture, cette galerie expose l'un des premiers collages sur papier de John Franklin Koenig. Cette cave de la rue du Four a finalement accueilli l'une des toutes premières expositions de celui qui est en passe de devenir un maître de l'art abstrait. Comme John Franklin Koenig, d'autres artistes américains tentent de bouleverser les codes de l'abstraction. Il faut dire qu'après-guerre, les valeurs du monde occidental sont à réinventer. Le monde a découvert avec horreur la réalité des camps de concentration. L'Europe se reconstruit douloureusement sur fond de guerre froide. Alors, pourquoi notre capitale s'est-elle imposée à ces jeunes Américains comme un nouvel Eldorado artistique ? Né dans une famille de Seattle, passionné de peinture et féru de langues étrangères,
John Franklin n'en est pas à son premier voyage en Europe. En 1944, il a servi dans la 11e division blindée et a été blessé dans la bataille des Ardennes. Il a ensuite été mobilisé pour l'occupation du continent. Après un retour rapide aux États-Unis, il décide de revenir en France et de profiter de ce que l'État américain offre aux soldats qui ont participé au combat pour la victoire. Une bourse permettant aux combattants démobilisés de la Seconde Guerre mondiale, appelés les GIs, de venir étudier en France. C'est ce qu'on appelle le GI Bill. L'idée est de faciliter le retour à la vie civile de ces jeunes soldats. Grâce au GI Bill, des dizaines de milliers de jeunes Américains arrivent dans les universités françaises. Entre 1945 et 1946, 10 000 étudiants étudient sur les bancs de l'université de Biarritz. C'est d'ailleurs là que John Franklin Koenig approfondit sa connaissance des langues et réalise ses premiers tableaux. Comme beaucoup de jeunes gens de sa génération, il s'intéresse au travail de Jackson Pollock qui pratique le all-over, une technique de peinture qui consiste à répartir les éléments picturaux sur toute la surface de la toile. Ainsi, le centre du tableau et ses bords n'existent plus. L'espace est aboli. C'est ce qui crée l'abstraction. Willem de Kooning incarne également le fameux all-over. Les jeunes peintres présents à Paris sont donc influencés par ces pionniers de la nouvelle peinture américaine. Mais si John Franklin Koenig apprécie autant Paris, c'est aussi parce que son statut d'artiste est davantage reconnu en France que dans son pays natal. Ici, en Europe, qu'on gagne de l'argent ou pas, on a une place dans la société. On est reconnu comme un individu à part entière. Alors qu'aux États-Unis, disons-le, si vous ne faites pas d'argent, si vous ne connaissez pas le succès, vous êtes juste perçu comme un clown qui amuse la galerie. Ça a été une vraie révélation pour moi de réaliser cela. En 1948, le jeune homme arrive dans la capitale et s'inscrit à la Sorbonne. C'est dans ces rues de Paris où souffle le vent de la liberté d'après-guerre que John Franklin Koenig fait ses premières armes dans l'art abstrait. Il se démarque par la singularité de son œuvre. À chaque production, il interroge l'espace et la lumière. Sa palette de formats et de techniques est infinie. Il utilise des huiles et des acryliques sur toile, des estampes, des encres, des dessins et des tapisseries. Ce peintre est un explorateur de l'abstraction. Il va privilégier la peinture non figurative, ce qui est peint ne renvoie pas forcément à quelque chose d'identifiable pour le spectateur. Lorsque John Franklin Koenig veut s'aérer, il sort dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés et se mêle aux autres artistes, aux intellectuels, aux expatriés et aux jazzmen américains qui enflamment les clubs parisiens. Un jour, il pousse par hasard la porte d'une librairie de la rue du Regard dans le 6e arrondissement. C'est là qu'il rencontre son propriétaire Jean-Robert Arnaud qui va lui proposer d'exposer quelques toiles dans sa librairie. Voici comment John Franklin Koenig construit sa nouvelle vie parisienne et s'entoure de personnes qui partagent les mêmes idées que lui sur l'art abstrait. Mais ces Parisiens d'adoption ne connaissent pas tous la même trajectoire. Ils n'ont pas forcément les mêmes influences, les mêmes attentes, ni la même histoire. En août 1953, le peintre Beaufort Delaunay embarque à bord du paquebot Liberté pour la France. À 52 ans, ce peintre afro-américain est déjà connu aux États-Unis. Né dans le Tennessee en 1901 au sein d'une famille très religieuse, il a étudié la peinture à Boston, dans l'une des plus grandes universités américaines. Il est même passé par la prestigieuse université de Harvard. En 1929, il s'installe à New York où il se fait connaître en réalisant des portraits de célébrités croqués sur le vif. Dans le quartier de Harlem, il dessine de célèbres jazzmen comme Louis Armstrong, Duke Ellington et Benny Goodman. Assez vite, il expose à la New York Public Library. Les critiques saluent l'émotion et la précision de ses toiles. Beaufort Delaunay va aussi peindre des scènes de vie qu'il observe dans la rue ou dans les cabarets de jazz. Malgré ces quelques expositions, ses toiles ne le font pas vivre correctement à New York. Il loue un petit atelier dans le quartier de Greenwich Village. Mais ses conditions de vie sont insalubres. C'est à peine s'il a du chauffage et de l'électricité. Beaufort Delaunay sent bien que son propre pays ne lui offre pas les conditions d'une vie meilleure et que sa carrière ne décolle pas vraiment.
La vie à New York lui paraît de plus en plus difficile, d'autant qu'il est noir et la condition des Noirs dans les années 1930 et 50 aux États-Unis est selon lui inacceptable tant les inégalités gangrènent la société. Son regard commence alors à se porter sur d'autres ailleurs. Il admire l'œuvre de Cézanne, Matisse et Van Gogh. Il a toujours considéré la France comme la terre-mère de la peinture. Pour lui, ces maîtres représentent la liberté spatiale et temporelle qu'il souhaiterait lui-même incarner. Influencé par les post-impressionnistes, il veut désormais renouer avec les origines de la peinture américaine qu'il considère être née en France. C'est pour toutes ces raisons que Beaufort-Delaney traverse l'Atlantique. Dès son arrivée, il s'installe dans le quartier de Montparnasse. Il y rejoint son jeune ami James Baldwin, de 23 ans son cadet. Ces deux hommes se connaissent déjà depuis de longues années. Ensemble, à New York, ils ont passé des heures à évoquer les conséquences de la ségrégation subie par la communauté noire de leur pays. James Baldwin a d'ailleurs évoqué ces sujets dans nombre de ses ouvrages depuis les années 1950. Il y questionne les pressions sociales et psychologiques qui entravent l'intégration des personnes noires, mais aussi des hommes homosexuels ou bisexuels. Lui aussi a quitté les États-Unis pour s'éloigner des discriminations américaines et tenter de trouver sa propre identité en France. Depuis toujours, James Baldwin considère que son ami Beaufort-Delaney est l'un des premiers artistes noirs à s'affirmer en tant que tel. Pour lui, rien n'est plus important que de telles figures émergent de la communauté afro-américaine. Très vite, Beaufort-Delaney prend ses repères à Paris. Il découvre les musées et la liberté des codes sociaux et artistiques qui s'y pratiquent. Pour lui, le contraste avec l'Amérique est saisissant. La vie à Paris m'offre l'anonymat et l'objectivité de libérer des souvenirs de chagrin longtemps enfouis, et la beauté du difficile effort de libérer et orchestrer, en forme et en couleur, un dessin personnel. Être en France me donne le temps de la réflexion. On ne quitte jamais sa maison si l'on n'y a jamais été. Comme ses semblables américains, l'artiste qu'est Beaufort-Delaney considère Paris comme un refuge, un lieu qui se trouve à l'écart de l'académisme américain, où les styles artistiques se succèdent de façon trop rapide. C'est dans cette bulle artistique que Beaufort-Delaney va perfectionner son art. Dans les années 1950, il se tourne vers l'expressionnisme abstrait. Ses toiles se caractérisent par des lignes fluides appliquées à la brosse. Il cherche la saturation de la couleur et la puissance de la texture. À l'œil nu, les minuscules mouvements du poignet de l'artiste supposent un long travail pour atteindre ce que Delaney appelle la lumière éternelle. Cette recherche incessante va définir la plupart de ses œuvres. À propos, James Baldwin écrira en 1964 « C'est par Beaufort-Delaney que j'ai découvert la lumière que contient chaque chose, chaque surface, chaque visage. » Au fil de son séjour parisien, Delaney noue des relations avec les personnes influentes du milieu, notamment avec le galeriste Paul Facchetti, célèbre défenseur de l'abstraction lyrique et de l'expressionnisme abstrait américain. Ce dernier est touché par la luminosité et les couleurs qui émanent de ses toiles. Il propose à l'artiste de l'exposer dans sa galerie en 1960, ce qui sera la première exposition personnelle du peintre américain à Paris. Cette exposition sera saluée par les critiques d'art de la capitale. La couleur jaune devient alors un leitmotiv dans la peinture de Beaufort-Delaney, qui cherche à atteindre une lumière éclatante par touches fines et légères. Depuis l'ouverture de leur galerie souterraine en 1950, Jean-Robert Arnaud et John Franklin Koenig ne cessent de dénoncer la désinformation autour de l'art abstrait à Paris. Ces querelles théoriques prennent une place croissante dans leurs échanges, mais aussi dans leurs débats avec leurs amis. Ils veulent que l'art abstrait soit célébré, qu'importe l'avis des critiques parisiens qui le considèrent comme une sous-catégorie artistique. En 1952, ils font paraître un bulletin qui explique leur lassitude. D'autres notes d'information suivront, publiées de façon irrégulière. Mais l'année suivante, en juillet 1953, la décision est prise de créer une revue professionnelle. En référence à une simèse, qui est une moulure pour accrocher les tableaux au mur, la parution s'appellera Simèse, revue de l'art actuel.
Jean-Robert Arnault en est le directeur, John Franklin Koenig le secrétaire général. Autour d'eux se met en place un comité de rédaction parmi lesquels on compte des critiques d'art ou des écrivains tels que Julien Alvar, Michel Ragon ou encore Claude-Hélène Sibert. Le but est de faire connaître au public le plus large possible les actualités de la galerie Arnault. L'historienne de l'art Herta Wäscher a fait partie de ce groupe d'intellectuels révoltés. Voici ce qu'elle écrit 18 ans plus tard. Ce fut une entreprise courageuse quand, en 1953, nous avons fondé la revue Simèse, entreprise à laquelle nous apportions plus de bonne volonté que de moyens et d'expérience. Notre programme était assez ambitieux. Défendre l'art actuel, tel qu'il se présentait dans les salons, les galeries, les ateliers d'artistes, signaler les manifestations artistiques importantes en France et à l'étranger, rendre compte de livres et autres publications, et enfin donner la parole aux artistes eux-mêmes. Voilà qui anime le groupe de la rue du Four. Défendre l'avant-garde abstraite contre ce qu'ils considèrent être déjà dépassé. Simèse se veut le fer de lance de l'abstraction lyrique. Très vite, la revue devient une véritable référence du milieu. Écrite en français et en anglais, elle permet de faire le pont entre les artistes américains et français. Avec les années, la revue deviendra un magazine d'art contemporain qui sera publié jusqu'en 2009. Toute sa vie, John Franklin Koenig gardera un lien privilégié avec Paris. En 1958, lorsqu'il exposera à Seattle, sa ville natale, le peintre va renouer avec son pays. Au début des années 1970, il vit entre Paris, le Loiret et Seattle et poursuit ses voyages à travers le monde. Il meurt à Seattle en 2008. Beaufort-Delaunay, lui, connaît une toute autre destinée. À la fin des années 1960, le peintre vit toujours à Paris. Mais il doit faire face à de graves problèmes psychiatriques. Il devient de moins en moins autonome et son fidèle ami James Baldwin se voit contraint de devenir son tuteur. Il est interné à l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne à Paris en 1975. C'est là qu'il décède en 1979. En 1978, le studio Museum of Harlem lui avait consacré la première rétrospective d'une longue série exposant 67 de ses œuvres. Aujourd'hui, on peut admirer les peintures de Beaufort-Delaunay au musée d'art de Nantes, mais aussi dans de nombreux musées comme le Metropolitan Museum of Art de New York ou la National Portrait Gallery à Londres. Peu à peu, Paris perd définitivement son statut de capitale mondiale de l'art au profit de New York. Un événement en particulier va affaiblir l'influence du milieu artistique européen. En 1960, la prestigieuse Biennale de Venise récompense le peintre américain Robert Rauschenberg. Cette remise de prix est vécue comme une trahison par la France et l'Europe. Selon elle, Venise se fourvoie en adoubant le pionnier du pop art, qui deviendra un courant majoritaire aux États-Unis dans les années qui suivront. Ces reproches envers Venise sont teintés d'anti-américanisme. Même si la France se glorifie d'avoir bénéficié des plus grands artistes américains de l'époque, elle sait que la partie est déjà perdue. New York est désormais la capitale artistique mondiale. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode de cette série spéciale Au cœur de l'histoire, en partenariat avec le Musée d'art de Nantes, à l'occasion de l'exposition United States of Abstraction, Artistes américains en France 1946-1964, qui se tiendra du 19 mai au 18 juillet 2021. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été écrit par Adèle Salmon et réalisé par Mathieu Blaise. Ressources bibliographiques. Artistes américains en France, 1946-1964, catalogue de l'exposition US Abstraction. Interview de John Franklin Koenig par Paul Cummings, 1976. Texte d'introduction de James Baldwin à l'occasion de l'exposition consacrée à Beaufort-Delaunay sur l'île de la Cité en 1964. Extrait de la revue Simèse, 1971.